Peut-on modéliser l'excellence humaine? En d'autres termes, est-ce qu'on peut arriver à copier une personne qui est excessivement professionnelle, excessivement bonne dans son domaine d'expertise? Par exemple, un grand auteur connu si tu as envie d'écrire, un sportif de haut niveau si tu as envie de développer tes compétences dans un milieu sportif, ou un artiste par exemple, un violoniste, un pianiste, peu importe, ou même une personne qui est dans ton milieu professionnel, qui a des compétences et des domaines d'expertise bien plus hauts que toi, et finalement, ça t'aiderait beaucoup de pouvoir avoir ces mêmes compétences-là. Ça, c'est une grande question. Plus encore, on pourrait se dire, en copiant, justement, en modélisant l'excellence de ces personnes qui peuvent sembler être une élite, est-ce que c'est véritablement possible? Et plus encore, est-ce que c'est possible au regard de ta propre typologie de personnalité? Est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur celle-ci? Si oui, quel est-il? Et quels sont les remèdes? C'est tout le sujet que l'on verra aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen, son auteur. Et au travers de celui-ci, nous allons en profondeur à la recherche, à la découverte de cet univers infini qui est caché à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, je suis content. Je suis assez content. On en avait parlé sur un précédent podcast avec la pyramide, on appelait la pyramide de Diels. Donc voilà, ce modèle qui sont les niveaux logiques. Ouais, ça faisait un moment que j'avais finalement pas enseigné les outils de la PNL et je trouvais ça intéressant de continuer un petit peu là-dessus, voire un petit peu plus loin, ça tu me diras un peu plus tard en commentaire ou en échange, pour aller plus loin que la modélisation et aller sur les fameuses stratégies d'excellence. Parce que oui, quand on parle de PNL, vraiment aux fondations de la PNL, pour redonner un petit peu l'histoire, on va dire l'histoire mythique de la PNL. Personne n'était là pour témoigner, c'est toujours pareil, il y a des mythes qui se créent toujours rapidement, mais l'idée, ce qui s'était passé, c'était la chose suivante. Nous sommes dans les années 70, nous avons le créateur de la Gestalt thérapie, Fritz Perls, qui justement, on avait vu dans un précédent podcast, qui avait enseigné la Gestalt à Claudio Naranjo, qui plus tard a justement enseigné, nous a permis de découvrir l'énéagramme tel qu'on l'a aujourd'hui, on va dire, même si ça a évolué depuis. Et donc on avait l'un des deux fondateurs, l'un des trois cofondateurs de la PNL, qui s'appelle Richard Bandler, qui suivait les cours de Fritz Perls en Gestalt thérapie et qui s'amusait à redonner ces cours-là quelques jours plus tard à une classe d'élèves alors qu'il venait juste de les apprendre 2 ou 3 jours en amont. En d'autres termes, la capacité qu'avait ce personnage-là de Richard Bandler, c'était d'arriver à modéliser une personne, un enseignant en l'occurrence, un enseignant de Gestalt thérapie pour être plus précis, et finalement de reproduire ce savoir-là sans avoir aucune expérience pratique. Et un jour, lors de ses enseignements, vient un de ses anciens professeurs, John Grinder, qui le voit et qui est assez fasciné de ce tour, j'allais dire d'illusionniste, mais ce tour de passe-passe, ce tour de modélisation. Et donc, il vient le voir à la fin du cours et il lui dit comment tu fais pour arriver justement à reproduire les connaissances que tu as apprises ne serait-ce que 2-3 jours plus tôt. Et Richard Bandler lui dit, j'en ai aucune idée. Je fais ça naturellement. Et là, Grinder lui propose un marché. Et il dit, écoute, c'est très simple. Laisse-moi t'observer. Travaillons ensemble. Et je vais te permettre de savoir comment est-ce que tu fais inconsciemment ce que tu fais. Et on va y donner de la conscience. Et là, en fait, vient toute la base, on va dire, la base historique de la PNL. Ce sont deux gars, un troisième, Puslik, qui justement a collaboré avec eux, qui ont identifié cette capacité humaine, finalement, que tout le monde a, de pouvoir copier un semblable et pouvoir reproduire ses compétences, ses qualités, et ce de façon, un claquement de doigts extrêmement rapide. Et dès lors, la PNL s'est structurée autour de cette idée de modélisation. Ils ont continué à faire de la modélisation, notamment au travers d'autres professionnels, comme par exemple, on avait Milton Erickson, qui est, on va dire, l'inspirateur
pas le créateur, mais l'inspirateur de l'hypnose ericksonienne. Milton Erickson était un gars qui utilisait l'hypnose, un type d'hypnose qui était vraiment bien spécifique, qui n'était pas de l'hypnose directe, et lui-même le faisait de façon naturelle. Et Bandler et Grinder et Puslik se sont intéressés justement à ce personnage-là, voir comment il arrivait à utiliser ce type d'hypnose. Et c'est là qu'ils ont réussi à décoder et à faire ressortir ce qui s'appelle plus tard le modèle d'hypnose ericksonienne. Et là, on en vient à un sujet intéressant, c'est donc l'hypnose ericksonienne est venue de ces études-là, mais ce qu'on peut voir, c'est que théoriquement, on va en reparler après sur les types de personnalités, théoriquement, tout le monde peut utiliser l'hypnose ericksonienne. Que tu sois un 2 énéagramme, un 8 ou un 5, que tu aies 20 ans ou que tu en aies 80 ans, peut-être même, et c'est même évident, à l'âge de 10 ans, eh bien, tu peux apprendre et développer ces compétences-là. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont étudié également d'autres professionnels du domaine, et de là est venu après le développement de différentes choses en PNL. Et tout particulièrement, un point clé qui est plutôt l'utilisation des 5 sens, l'identification des 5 sens. Alors on les connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, 5 sens, c'est juste une petite parenthèse, c'est juste une simplification, puisqu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on a bien plus que 5 sens. On va dire ces 5 sens tels qu'ils étaient dit par Aristote, que sont le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, que l'on appelle techniquement en PNL VACOG. Donc à partir de maintenant, si je dis le mot VACOG, eh bien c'est que je parle de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et ils ont identifié qu'il y a deux types de VACOG, c'est-à-dire un interne et un externe. Externe, c'est visuel externe, c'est je vois les choses en face de moi, j'identifie visuellement des informations, je reçois visuellement des informations. Et le visuel interne, c'est je repense, je m'imagine à la communion de mon petit frère. Eh bien, lorsque j'imagine la communion de mon petit frère, je revois des scènes du passé. Donc, c'est des scènes visuelles, mais qui sont à l'intérieur de soi. Et ça, on peut le voir sur chacun des 5 sens. Par exemple, l'auditif interne, imaginez que tu es en train de parler, lorsque tu imagines que tu es en train de faire un discours avec quelqu'un imaginaire, ben, tu imagines cette personne te parler, alors qu'elle te parle pas vraiment puisque tu es dans ton imagination. Ça, c'est de l'interne. Bon, voilà, je balance déjà pas mal d'informations, on va dire, autour de cela, mais c'est pas pour rien, parce qu'elles ont tout leur intérêt sur cette notion de modélisation. Pourquoi ? Eh bien, parce que vraiment, l'approche de Bandler et de Grinder à la base est de vraiment identifier de façon, on va dire, globale, de façon supérieure, de façon méta, comme il pourrait dire, des modes de fonctionnement que l'on a tous, afin qu'ils puissent être reproduits par tout le monde et n'importe qui. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est le cas ? Quelles sont les limites ? Bon, ça, on y revient après. Mais on va partir de cette hypothèse présente qui est d'identifier ça. Et après, la PNL s'est structurée progressivement avec d'autres approches qui fait que la partie modélisation de la PNL, c'est vraiment ce nom-là, c'est-à-dire modéliser quelqu'un, modéliser une compétence, modéliser des qualités, modéliser des aptitudes d'une personne ou d'un groupe d'individus. Ça, c'est vraiment le cœur de base de la PNL, qui après s'est ouvert à beaucoup plus de choses. Et en termes de modélisation, de copie de l'excellence humaine, après est venu Robert Dilts, dont je t'ai parlé sur le précédent podcast, avec donc les fameux niveaux logiques, mais qui a également développé, il a modélisé, on va dire de façon assez intensive, des personnages célèbres. Alors parmi ces personnages célèbres, on a Einstein, nous avons Aristote, nous avons le Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, nous avons Walt Disney, nous avons Mozart, nous avons Freud, Léonard de Vinci, Nikola Tesla. Donc là, on a quelques personnages célèbres dont il a réussi à extraire leur stratégie d'excellence. Je prends un exemple concret, les stratégies de déduction de Sherlock Holmes. La stratégie d'imagination et de création d'une réalité de Walt Disney, dont je parle justement sur la formation du rêve à la réalité, si tu l'as suivi. Sur Tesla aussi, l'imagination créatrice, qui est un peu différente de celle de Walt Disney, mais qui est intéressante. Et là,
Donc c'est Robert Diss qui a fait ça, et là j'aime bien une petite parenthèse, si ça t'intéresse, moi ça me ferait très plaisir de t'expliquer, te décrire en détail chacune de ces stratégies, ou du moins quelques-unes d'entre elles, sur des podcasts dédiés. Par exemple, un podcast dédié à Tesla, un podcast dédié à Walt Disney, à Sherlock Holmes, c'est celle que je connais, que je maîtrise le plus, mais pourquoi pas aller voir les autres également. Voilà, bon, parenthèse étant faite, tu me diras, ça sera en fonction du succès, on va dire, de ce podcast et des réponses que vous me ferez sur celui-ci, voir si on continue sur ces sujets-là ou pas. Donc, Robert Diss a développé ses stratégies d'excellence. Maintenant, encore la question à se dire, est-ce que la stratégie Walt Disney, tout le monde peut l'appliquer? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie Walt Disney, pour ne prendre que celle-ci, elle est enseignée notamment sur les formations praticiens PNL. Et sur un praticien PNL, on enseigne cette stratégie Walt Disney, et c'est vrai que quand on voit faire, on a rarement une personne qui va buter là-dessus. Donc il semble qu'il y a une forme d'universalité sur ces types de stratégies. Alors, pourquoi une universalité? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vont utiliser des aptitudes, des compétences, des modes de fonctionnement qui sont présents en chaque humain. C'est-à-dire, donc on a vu les 5 sens, tout le monde, on va dire, pas tout le monde va avoir des limitations bien évidemment, mais de façon globale, on va être en mesure d'utiliser les 5 sens de façon interne et externe. S'il n'est pas possible d'utiliser un sens, eh bien, peut-être qu'il y a d'autres manières détournées de le faire. Mais bon, si on prend cette base-là, des 5 sens, je vais pouvoir l'utiliser pour modéliser. Par exemple, Walt Disney a besoin du visuel, de l'auditif et du kinesthésique. Et le second point qui est à noter, c'est que ces stratégies, cette modélisation, justement, le mot est lancé, stratégie. Et qui dit stratégie, dit une approche, j'allais dire intellectuelle, mais une approche plutôt mentale. Dès lors, on a un droit de se dire, est-ce que ça va fonctionner pour n'importe qui? Alors là, on voit que si on est sur du mental, si on prend par exemple la grille de lecture de l'énéagramme, on a plusieurs types de personnalités. On a des types de personnalités qui ont une tendance, on va dire une dominante mentale, d'autres une dominante émotionnelle, et les derniers une dominante instinctive. Si tu as travaillé l'énéagramme avec moi, si tu connais l'énéagramme, encore petite parenthèse, tu as les liens en description pour aller plus loin en énéagramme avec moi, tu sais que finalement on a ces 3 types d'intelligence qui sont présentes en nous. Donc l'intelligence mentale, instinctive et émotionnelle. Donc ça c'est un point. Donc ça veut dire que c'est pas forcément parce que une personne ne va pas avoir une dominante mentale. Par exemple, on pourrait prendre une personne qui a un type 2 énéagramme émotionnel et qui a son centre secondaire qui serait le côté instinctif, donc on va dire le mental est vraiment le moins développé, eh bien elle pourra très bien mettre en place sa stratégie-là. Pourquoi? Parce que certes, ce sont des stratégies, ce sont des techniques qu'on va dire qui vont être guidées pas à pas, mais après, derrière ce guidage pas à pas, il va y avoir un travail émotionnel qui va se faire, il va y avoir un travail corporel qui va se faire. Donc dès lors, on va pouvoir véritablement utiliser chaque strate de chaque mode d'intelligence, je dirais, intelligence mentale, émotionnelle et instinctive, pour pouvoir les mettre en application. Alors l'autre question qu'on pourrait se poser, moi j'aime bien quand même aller sur ces questions-là, c'est on parle de copier l'excellence. Mais à l'école, on nous a dit que c'était pas bien de copier. On nous a dit que c'est un peu mal, quoi. Que finalement, c'est une forme de vol. Et je ne reprendrai pas la citation, je crois que c'était de Picasso, les grands artistes volent, les autres copient, peu importe, on s'en fout. Non, on n'est pas dans cette approche-là. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport au fait de copier et de modéliser. Alors déjà, la première chose, c'est que on est sur de la modélisation, on est sur la stratégie. Donc on est déjà dans une attitude de performance. Si on est dans une attitude de performance, je veux être meilleur, je veux m'améliorer, et pourquoi ne pas m'inspirer des meilleurs ou suivre les meilleurs pour m'améliorer?
Si on regarde sous le prisme de l'évolution humaine, au regard de la spirale dynamique, tu as l'accès en description si tu veux aller plus loin sur la spirale dynamique. Sur l'accès spirale dynamique, on est clairement sur le niveau orange, c'est-à-dire le niveau de la performance, le niveau de l'excellence, le niveau qui va être très orienté sur les développements scientifiques. D'ailleurs, l'approche de modélisation est une approche qui est plutôt scientifique, qui est plutôt rationnelle, où on va voir, où on va mettre des mots, des séquences, des schémas pour pouvoir modéliser et mettre en place une stratégie d'excellence. Donc on est vraiment dans cette approche. Et en même temps, le fait de copier, eh bien, ça parle de la possession. Finalement, c'est un peu comme si on a tendance à déposséder quelqu'un. Donc en spirale dynamique, on pourrait être sur des niveaux plus bas, comme le rouge par exemple. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'homme, par défaut, nous, en tant qu'être humain, on agit depuis le début de l'humanité par similitude. Et c'est comme ça qu'on a fait nos apprentissages. Lorsque on va voir nos parents, tout enfant, eh bien, on va les observer et on va faire une forme de mimique, parfois au point, même plus que parfois, où vous allez voir une personne qui va parler et qui va utiliser les mêmes intonations, les mêmes expressions que son père ou que sa mère. Est-ce que c'était pas arrivé d'être surpris ou surprise parce que tu te dis « j'ai l'impression que c'est mon père ou ma mère qui est en train de parler » et les mots sortent de notre bouche. Donc, on utilise cette notion de mimétisme. Et cette notion de mimétisme est intéressante parce que si on regarde j'avais parlé ça aussi sur un précédent podcast, les performances, tout particulièrement dans les milieux sportifs, dès qu'une première personne a réussi à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, eh bien, se sont multipliés de plus en plus rapidement les professionnels qui ont réussi à courir en moins de 10 secondes. En skateboard, c'était pareil. Dès que Tony Hawk avait réussi à faire le 900 en skate, en rampe, et bien très rapidement, d'autres ont réussi à le faire, alors que c'était une figure dont il lui a fallu plus de 13 ans pour arriver à la réaliser. Donc, le fameux... il ne savait pas que c'était impossible jusqu'à qu'il le réalise. Et c'est même, ils ne savaient pas que c'était impossible, et c'est pour ça, alors ils l'ont fait, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, comme dirait Mark Twain, ainsi que Marcel Pagnol, qui a repris également cette phrase. Donc, l'impossible est impossible jusqu'au moment où un être humain arrive à franchir cette limite-là. Et bien souvent, lorsque cet être humain arrive à franchir cette limite-là, et bien d'autres commencent à le modéliser, à le copier et à réaliser cet exploit-là, quel qu'il soit. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tous les humains y arrivent? Est-ce que tous sont capables de le faire? On va le voir, patience. Mais je pose la question ici. Donc, on est dans la modélisation et c'est vraiment cette idée-là. C'est à un moment donné, lorsque on va être dans un milieu professionnel, très rapidement, on va voir les professionnels qui vont être dans ce milieu-là pour pouvoir s'adapter et agir comme eux. C'est intéressant d'ailleurs le domaine de l'emploi, puisque bien souvent une entreprise va chercher des personnes qui ont un niveau d'expérience qui est suffisant, mais en même temps qui ne sont pas trop anciens pour justement, bon, ça c'est plus au niveau des salaires, pour pouvoir avoir des salaires qui sont plus corrects. Mais on va quand même chercher des personnes qui ont un minimum d'expérience. Et moi en fait, je trouve que l'approche la meilleure, c'est, alors c'est une autre philosophie, hein, mais c'est justement de prendre des personnes qui ont le niveau d'expertise, le niveau d'études nécessaire, mais qui n'ont pas l'expérience de base. Parce que justement, ils ne sont pas formatés à un mode de fonctionnement. Et bien souvent, lorsque des personnes sont formatées à un mode de fonctionnement, c'est très difficile pour eux d'acquérir un autre mode de fonctionnement. Alors que quand on a le disque dur, on va dire, qui est vierge, et bien là, on peut arriver à mettre en place des bonnes habitudes, des bonnes attitudes et des bons modes de fonctionnement pour des bonnes compétences, en d'autres termes. Et la modélisation, c'est vraiment cette idée. C'est, si on reprend le domaine informatique, c'est un peu comme si on se téléchargeait des programmes. Alors là, pour avoir la métaphore toute faite, on imagine, si tu as vu le film Matrix, Neo,
qui est en train d'apprendre à partir de programmes informatiques les différents arts martiaux. Il apprend à piloter un hélicoptère et il apprend le kung-fu. Et d'ailleurs, on voit très bien cette scène où il est sur un fauteuil en train de se faire télécharger des programmes. Et puis on lui met la disquette du kung-fu. Il se réveille, il fait « I know kung-fu, je connais le kung-fu ». Et Morpheus, il dit « montre-moi ». Et c'est là que vient le grand combat de kung-fu entre Morpheus et Neo. C'est intéressant d'ailleurs. On va s'y arrêter un instant sur ce combat-là. Pourquoi ? Parce que alors, j'espère que tu as vu Matrix. Parce que, bon, si tu l'as pas vu, on va essayer de mettre le contexte. On est dans une réalité virtuelle. Les deux personnages ont absolument tout le savoir sur le kung-fu. Ils se battent dans cette réalité virtuelle, l'un contre l'autre. Et à un moment donné, finalement, le Morpheus, donc le mentor, arrive à vaincre le héros, Neo. Et il lui pose la question suivante. Pourquoi est-ce que je gagne ? Parce que parce que j'ai plus de muscles ? Parce que je suis plus rapide que toi ? Et il dit non, on est dans une simulation. Donc tout cela n'a pas d'impact. Ce qui joue, c'est au niveau du mental. Donc on voit ici un truc intéressant. C'est que, certes, voilà, on n'est pas dans une réalité réelle, sur laquelle effectivement les composantes physiologiques vont avoir un impact, mais également on se rend compte que la partie psychologique, la partie psychique de la personne va avoir une conséquence sur la façon de réaliser quelque chose. On reprend la PNL, on reprend la modélisation. Je veux faire un bon gâteau. Dès lors, je demande la recette au plus grand chef français, au plus grand pâtissier. Il me donne la recette, il fait son gâteau. Je fais exactement le même gâteau que lui. Finalement, la recette qu'il me donne, pas à pas, c'est finalement une modélisation de sa façon de faire le gâteau. Je fais la même chose. Il est certain que lorsque le gâteau sortira du four, même si je m'y suis évertué du mieux possible, le gâteau sera de moins bonne qualité, il sera moins bon que celui du chef pâtissier. Et là, ici, on vient de toucher un point intéressant. La limite de la copie, la limite de la modélisation. C'est que, à un moment donné, je peux arriver à enregistrer, on va dire, le programme de qualité, de perfection d'une personne, d'excellence. Mais ce qui va manquer, dans ce cas-là, c'est l'expérience, c'est le savoir-faire, c'est toutes ces heures et ces heures d'apprentissage qui vont permettre justement d'avoir cet état-là. Donc, la question pourrait se poser, est-ce que justement c'est une forme de chimère ? Est-ce que la modélisation, la copie de l'excellence humaine en PNL est un peu overrated ? Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce qu'on peut vraiment copier l'excellence humaine ? En d'autres termes, est-ce que si j'apprends à courir le 100 mètres comme le fait à moins de 10 secondes, comme le fait ceux qui font en moins de 10 secondes, est-ce que je vais arriver à le courir en moins de 10 secondes ? Non, clairement. Est-ce que j'ai les capacités physiques pour le faire ? Alors là, on est vraiment sur le domaine de la performance sportive. Donc là, on peut dire, c'est très 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 peu probable. En revanche, et c'est ça qui va nous intéresser, je vais m'améliorer. Je vais être meilleur dans ce domaine. Je vais pouvoir utiliser ces compétences-là. Lorsque je vais refaire un gâteau, si j'ai la recette de cuisine du chef pâtissier, une chose est certaine, c'est que mes gâteaux, ils seront bien meilleurs que celui d'une personne qui a reçu, qui va faire la recette, soit parce qu'il a appris comme ça par des personnes de sa famille, ou soit parce qu'il a trouvé dans un magazine, dans le dernier magazine à la mode. Tu vois l'idée ? Donc finalement, la modélisation a de l'utilité. Elle nous permet de tendre vers une amélioration de soi. Cependant, il ne faut pas tomber dans cet écueil, qui est un écueil très orienté sur l'orange de la spirale dynamique. C'est que parce que j'ai acquis les domaines les méthodologies d'excellence d'une personne, je vais être aussi excellent que lui ou elle. Finalement, c'est la course à celui ou celle qui a la meilleure note dans la classe, tu vois. C'est à un moment donné, on va faire un examen de mathématiques.
on va faire un examen de français. Certes, si j'ai travaillé, je suis peut-être pas très fort en mathématiques, mais si j'ai bossé comme un âne, peut-être que j'aurai la meilleure note de la classe. Peut-être pas. Mais je n'aurai pas cette prédisposition-là. Et peut-être qu'une autre personne qui va être excellente en mathématiques ne sera pas aussi bon que moi en français. Donc il y a une prédisposition qui est présente. Alors on peut se poser la question de l'inné et de l'acquis. Moi je ne vais pas aller sur ce sujet-là, dans le sens où dire plus simplement, on a des prédispositions génétiques, psychologiques et au regard de notre histoire de vie à telle ou telle chose. Et on a d'autres choses sur lesquelles on est plus limité. Par exemple, tu peux dire, ben ouais, les mathématiques, ça n'a jamais été trop mon truc, donc j'ai des limitations. Et on va utiliser la modélisation en PNL, on va utiliser d'autres outils pour s'améliorer si nécessaire sur ces domaines-là, mais aussi et surtout pour arriver à faire les choses de la façon la plus harmonieuse possible. Et c'est là donc que vient la limite véritable de la modélisation en PNL. C'est-à-dire que, et de la modélisation en général, parce que tu vois, on parle de la modélisation et on parle de PNL, mais si à un moment donné, je reprends un domaine qui m'est familier, celui du skateboard, mais on peut prendre n'importe quel domaine, artistique ou sportif, à un moment donné, tu veux apprendre, bon, on va prendre la peinture, tiens, tu vas apprendre à peindre à l'aquarelle, eh bien, tu vas regarder un peu les techniques de peinture à l'aquarelle. Puis à un moment donné, tu peux commencer à regarder sur YouTube des professionnels de peinture à l'aquarelle qui donnent des cours, qui donnent leur méthodologie. Donc forcément, tu vas chercher ceux qui sont les meilleurs, ceux qui semblent les plus talentueux. À savoir que ceux qui sont les plus talentueux ne sont pas forcément les meilleurs professeurs. Ça aussi, c'est à garder en tête. Et c'est là des biais du niveau orange de la spirale dynamique. Et tu vas regarder, mais tu vas regarder la façon de se comporter, comment ils utilisent le pinceau, quelle est l'orientation du pinceau, comment ils mélangent les couleurs, quelles sont les méthodologies justement pour poser le dessin, est-ce qu'il n'y a pas une façon de pratiquer qui est plus adéquate qu'une autre, et tout ça va jouer. Si par exemple tu apprends, je parlais du skateboard, du snowboard, du surf des mers, bref, un sport de glisse quel qu'il soit, ou n'importe quel sport où tu vas utiliser un objet, on va dire, par exemple si tu vas apprendre à manier le sabre, eh bien la façon dont tu vas tenir ton sabre, ton épée, va avoir un impact. La façon dont tu vas mettre tes pieds sur un skate ou sur un surf des mers va avoir un impact. Donc au début, je vais tâtonner, je vais faire comme je peux, mais si à un moment donné, j'ai quelqu'un expert qui me dit le pied, il faut le mettre un peu plus en avant ou un petit peu plus en arrière, eh bien là, les choses vont aller beaucoup plus vite pour moi. Donc ce qu'il faut voir derrière la modélisation, c'est que c'est un accélérateur. Et là, tu vois, au travers de ces exemples-là, je t'ai pas donné les techniques de modélisation de PNL. D'ailleurs, est-ce qu'elles existent vraiment ? Je vais faire une petite, je vais en reparler juste après. Mais je t'ai déjà donné les approches, les meilleures approches pour faire de la modélisation. Tu veux copier les meilleurs, identifie qui représente les meilleurs pour toi, j'insiste pour toi, parce qu'il y a plusieurs experts sur un domaine, il y en a certains qui vont vibrer plus que d'autres par rapport à qui tu es. Si par exemple tu veux si tu veux développer tes talents d'acteur ou d'actrice, que ce soit parce que tu veux devenir acteur professionnel ou parce que ça te plaît ou parce que tu en as besoin pour des compétences oratoires, peu importe, eh bien tu vas pas chercher le meilleur acteur ou le mieux payé. Ça serait une débilité typique du niveau orange de la spirale, encore une fois. Non, tu vas aller chercher, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, l'acteur ou l'actrice qui te parle le plus, avec lequel tu te sens le plus en vibration, en résonance. Et c'est là où on en vient à la connaissance de soi et à la personnalité. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien cet acteur ou cette actrice-là, tu as forcément des choses qui te parlent chez lui ou elle, des compétences de qualité que tu vas apprendre ou des choses que tu as déjà. Mais en tout cas, il y a une vibration qui est présente, qui est claire entre toi et cette personne. Je te donne un exemple bien particulier. Quand j'étais jeune, j'adorais un acteur en particulier. Je regardais tous les films de cet acteur-là. Et ce qui est super drôle, c'est que j'ai découvert il y a quelques années en arrière qu'en fait cet acteur avait le même type de personnalité en énéagramme que moi.
Et je me suis rendu compte aussi que quelques personnages qui me plaisaient, on va dire, dans des films ou dans des séries, pouvaient avoir le même type Enneagramme ou le même type MBTI. Et c'est intéressant parce que là, on voit que alors, ça ne veut pas dire que tu dois forcément trouver quelqu'un qui a le même type de personnalité que toi, loin de là. Mais on se rend compte que ces personnes avec qui on vibre, c'est qu'il y a des choses communes. On a vraiment un patrimoine commun qui est un peu plus présent qu'avec d'autres. Donc va voir ces personnes-là. Va voir ces personnes qui te font vibrer par leur façon d'être et essaye d'extraire ce que tu peux extraire et ce que tu peux appliquer à toi. Et c'est là vraiment que vient cette notion de personnalité et de connaissance de soi. C'est-à-dire que je vais choisir, mais je ne vais pas choisir en mode performance. Je vais choisir en mode résonance. Tu vois, c'est vraiment le petit détail fondamental. Pas en mode performance, mais résonance. Et là, tu vas extraire ce que tu peux extraire sur la personne. Et rien que ça, ça va t'aider. Et on va venir justement à cette parenthèse en PNL. Alors la PNL te donne plein d'outils, plein d'approches, du travail sur émotionnel, du travail en termes de stratégie, du travail au niveau inconscient. En termes de modélisation, on utilise plein d'outils. Il y a les métaprogrammes, il y a le VACOG, donc les 5 sens dont je t'ai parlé, en interne-externe. Il y a d'autres aussi approches, comme par exemple la fusée de Gordon, et bien d'autres choses encore. Mais si tu regardes en fait par exemple les bouquins de Diels, moi je me rappelle, j'avais galéré pour vraiment arriver à décoder clairement ce que lui-même a décodé. D'ailleurs, faire le parallèle entre la stratégie Walt Disney qu'avait donné Diels et celle qui était enseignée dans les formations praticiens PNL, j'avais galéré un moment pour arriver à faire le lien. Et ce qui m'a permis de faire le lien, c'était de voir justement, de m'intéresser au personnage de Walt Disney. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce que j'ai fait là, c'était de la modélisation de la modélisation. C'est-à-dire que j'ai voulu modéliser la façon dont Robert Diels avait réussi à extraire la stratégie Walt Disney pour arriver à extraire la substantifique moelle et ce qui était séparé le bon grain de l'ivraie, comme je fais déjà avec l'énéagramme et d'autres choses. Et il m'a fallu apprendre à modéliser ce qui était d'un côté et de l'autre sur ces 3 points pour arriver à en extraire. Donc c'était un exercice que j'ai pas fait consciemment, tu vois, mais qui m'a permis d'extraire des choses sur ça. J'ai fait exactement la même chose sur les stratégies Sherlock Holmes, où là, typiquement, je suis allé directement sur les œuvres de Conan Doyle, j'ai vu ce que disait Robert Diels sur le sujet, et vraiment arrivé à extraire, on va dire, la substantifique moelle qui était intéressante sur ce qu'a écrit Diels, mais moi, c'est un peu chaotique la façon dont il écrit. Pour avoir lu ses bouquins, alors encore une fois, Robert Diels c'est un personnage qui est fantastique, qui a fait des recherches énormes en PNL, mais à extraire ses écrits, c'est un petit peu difficile pour justement arriver à mettre cette structure-là. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, puisqu'on parle quand même de stratégie et de modélisation. Mais bon, personne n'est parfait, et encore moins moi-même. Donc voilà pour cette petite anecdote. Donc finalement, on voit que derrière la PNL, il y a une sorte d'abstraction, de chaos, je dirais, mais un chaos, on va dire, positif, sur l'idée que finalement on est face à de l'humain. On est face à de l'humain, et selon le domaine, selon les lieux, selon la sensibilité de chacun, eh bien on va pas pouvoir utiliser les mêmes méthodologies pour apprendre, pour modéliser. Même s'il y a les grands fondamentaux, c'est déjà un premier point. 1. Trouver la personne que tu veux modéliser. 2. Observer comment elle fonctionne. 3. Recueillir un maximum d'informations sur cette personne-là, sur son mode de fonctionnement et sur comment elle fonctionne. 4. Extraire les points fondamentaux de sa façon de fonctionner. Et enfin, 5. Tester et voir si ça marche pour toi. Et voir après à tâtons et revenir sur un process qui va dire, ben voilà, ça marche, oui, mais je vais re-observer. Et je vais observer et voir ce qui m'est passé à côté ou pas. Je vais récupérer d'autres informations si nécessaire.
je vais réextraire la substantifique moelle et après je vais remettre en application. Donc là, c'est vraiment pour donner une idée de modélisation un petit peu plus générale qui va t'aider. Bien évidemment, il y a des modèles qui permettent de faire la modélisation, mais déjà, rien que si tu mets sur cette approche étape par étape et revenir sur le cycle d'amélioration continue, tu vas pouvoir justement arriver à modéliser comme il se doit. Maintenant, qu'en est-il pour répondre à la grande question de fond, est-ce que finalement je vais pouvoir utiliser toutes les compétences? Est-ce que je peux modéliser absolument tout le monde? Est-ce qu'il faut modéliser absolument l'excellence humaine? Et là, on en vient donc au sujet le plus important, qui est celui de l'énéagramme, qui est celui aussi de l'évolution humaine, de la spirale dynamique, mais tout particulièrement de ta personnalité. Et quand je parle de ta personnalité, je parle de ton type énéagramme, mais je ne parle pas que de ça. Je parle également de toutes les subtilités de ta personnalité, également des composantes aussi du monde concret. On a tendance à l'oublier ça aussi. Quand on va sur des disciplines comme ça, comme la PNL ou l'analyse transactionnelle, la systémie, l'hypnose, même sur certains courants en spiritualité, on a tendance parfois à faire abstraction de la composante très matérielle, terrénale. Et la première d'entre elles, c'est ta physiologie, ta physionomie. Selon qui tu es, selon ton âge, selon, parfois dans certains domaines de compétences, selon ta taille, selon ton poids, selon ta souplesse, si on parle sur une partie sportive, voire même sur certaines pratiques artistiques, selon ensuite tes aptitudes, on a dit les aptitudes physiques, mais également ta sensibilité émotionnelle, ça aussi ça va jouer, selon le fait, si on parle maintenant, je suis plus sur la partie psychologique et psychique, que tu sois plutôt introverti, extraverti. Alors c'est psychologique, mais en même temps, c'est la façon dont tu vas te nourrir en énergie. Selon tes compétences inconscientes, selon toutes tes aptitudes, selon ton histoire, selon ton type de personnalité, ce qui veut dire en d'autres termes, type de personnalité, ça veut dire tout un univers, ta façon, tes croyances. Les croyances, on peut en parler un moment aussi des croyances. Si à un moment donné, tu vas apprendre à courir plus vite et tu as la croyance que tu peux pas courir plus vite, tu as beau modéliser l'excellence humaine, tu vas pas y arriver. Si à un moment donné, tu te dis que tu es nul en pâtisserie et qu'on te file la recette du meilleur chef pâtissier, ton gâteau, tu vas le rater. Il y a de fortes chances pour que tu le rates. Et justement, il y a un travail d'un point de vue inconscient ou du moins, il y a un constat à faire d'un point de vue inconscient pour voir quelles sont les limitations, quels sont également les points de force. Et aussi, chose qu'on oublie, c'est qu'on modélise l'excellence. On est toujours avec l'élite, entre guillemets, comme on dirait en orange, spirale dynamique. Sauf que toi-même, tu es plus compétent que cette élite-là sur certains autres domaines. Il y a des choses que tu exploites que ces personnes-là n'exploitent pas. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que ces capacités, ces compétences, ces aptitudes-là, tu n'en as même pas conscience. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont naturelles, c'est le fameux « Oh, mais tout le monde fait ça »,« Oh, mais tout le monde pense ça, tout le monde agit de cette façon ». Non, tout le monde ne fait pas ça, tout le monde n'agit pas comme ça, tout le monde n'a pas les compétences, les qualités que tu as. Dès lors, imagine ce qui pourrait se passer si, tu modélisais des domaines d'excellence, par exemple des grands peintres, pour arriver à peindre à l'aquarelle, mais qu'en plus de cela, tu utilises tes propres aptitudes à toi, tes propres compétences inconscientes, personnelles, pour justement magnifier ton art. Imaginons par exemple que sur l'aquarelle, tu modélises l'art, la façon de peindre, mais en même temps, tu as tout un univers intérieur qui te permet d'exprimer la peinture sur des objets auxquels personne ne pensera peindre. Et le fait de le faire sur ces objets-là, ça va attirer un intérêt bien plus fort extérieurement. Et en plus, tu vas créer, et c'est là que j'en viens, au dernier point, de l'innovation. Et on l'oublie souvent. Et c'est vraiment ça que je déplore le plus dans l'appréhension de la PNL. Je ne dis pas de l'enseignement de la PNL, mais l'appréhension générale de la PNL, c'est
il me manque ça, comment je peux l'avoir? Ou qui je peux modéliser? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Mais tout en oubliant qu'il y a plein de choses à l'intérieur de toi qu'on peut utiliser et qu'on peut même amplifier. Tu te rappelles, je te parlais l'exemple des cours. Imagine une personne, donc, ça va sous le sens. Lorsqu'on est à l'école, tu arrives, tu es peut-être fort en maths, mais tu es mauvais en français, mauvaise en français, par exemple. Bah, effectivement, pour avoir son diplôme à la fin de l'année, tu vois comme ça me plaît, ce truc de compétition. Il faut que tu sois il faut que tu développes ton français, que tu sois meilleur. Les maths, t'as pas besoin de le développer, parce que tu es déjà bon ou bon. Ok. Ça te permet d'avoir ton diplôme à la fin de l'année. Mais par contre, imagine que tu pousses les maths à l'excellence. Et peut-être qu'après, tu vas pouvoir faire des carrières universitaires sur les mathématiques. Parce qu'en plus, tu pousses à l'excellence et que c'est quelque chose qui te plaît, eh bien alors, c'est la voie parfaite. Et c'est ça qui est bien en plus après, on va dire, au moment de la faculté, parce que tu commences à aller plus sur la spécialisation. Et ça tombe sous le sens. Si tu es très forte en français, si tu adores écrire, mais que les sciences plus dures, c'est pas ton truc, eh bien, aller dans des milieux littéraires, écrire des livres, des romans, prendre du plaisir dans le journalisme, par exemple, dans la prose, dans la littérature, bah, si tu le fais à fond, tu vas t'éclater, tu vas t'épanouir, et comme tu as déjà des compétences de base, eh bien, tu vas amplifier ces compétences. Ne parlons même pas si en plus tu cherches à modéliser des excellents auteurs qui te plaisent pour justement renforcer ces talents-là. Et ça tombe sous le sens ce que je suis en train de dire là. Ça tombe absolument sous le sens quand on est dans un cursus plutôt universitaire, mais dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre appréhension de la vie, ben on l'oublie vite. On a tendance à regarder ce qui nous manque, on a tendance à regarder ce qui va pas autour de moi, là où je suis en défaut, là où je suis faillible. Ok, on est tous faillibles, mais est-ce qu'être faillible dans un domaine, c'est vraiment une tare ou pas? C'est vraiment un point de blocage ou pas? Si c'est un point de blocage, c'est sûr que, ou un point de pénibilité pour soi, c'est sûr que ça vaut le coup de travailler dessus et de modéliser pour aller là. Mais si à un moment donné, ça n'a pas plus d'impact de ça, pourquoi ne pas maximiser sur ces points de compétences et sur ces points de talent? Et ça, c'est vraiment un des sujets dont je parle, tu vois, plus en particulier sur mon livre, sur le dernier livre que j'ai fait, Trouver votre mission de vie, qui justement va dans cette philosophie-là qui est que si à un moment donné, il y a des choses qui nous éclatent, s'il y a des choses sur lesquelles on a du talent et qu'en plus on s'éclate, c'est que notre voie elle est peut-être dans cette direction-là. Et ça vaut peut-être le coup d'aller chercher. Après, ça n'enlève rien. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit dans ce podcast est à jeter à la poubelle. Ça ne veut pas dire que la PNL est à jeter à la poubelle. De façon plus spécifique, ça ne veut pas dire que la modélisation en PNL est à jeter à la poubelle. Bien au contraire, car ce sont des outils d'une très grande utilité si tu sais les utiliser avec sagesse. Et c'est vraiment mon but au travers de ce podcast et au travers de cet épisode en particulier, c'est de pouvoir t'amener cette subtilité, cette nuance-là qui va faire que tu vas pouvoir utiliser véritablement cet outil-là de modélisation, de copie des meilleurs jusqu'à sa quintessence et un respect de ta personnalité, de qui tu es et de ce qui vibre au plus profond de ton être. Je te laisse là-dessus. Je te laisse regarder, on a parlé d'énéagramme, de spirale dynamique et de trouver votre mission de vie. Je t'ai mis les liens en description et si tu veux qu'on aille plus loin sur le sujet de la modélisation et des stratégies, tout particulièrement certaines stratégies que je t'ai citées en amont que sont Walt Disney, Tesla, Sherlock Holmes et bien d'autres encore, parce qu'il n'y a pas que celle-là, tu me dis en commentaire et si tu écoutes ce podcast sur une plateforme de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, je suis partout quasiment. Je crois qu'il n'y a que sur SoundCloud que je ne suis pas. SoundCloud, pas SoundCloud, on le fait à la française, SoundCloud, c'est le son de Claude. Bon bref, blague nulle mise à part, si tu pouvais mettre une note, un 5 étoiles, un truc comme ça serait vraiment super chouette, et on se dit à très vite
pour d'autres épisodes tout aussi passionnants. À la semaine prochaine, à lundi prochain pour notre podcast. Ciao.